C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici sur le plateau donc, de notre émission Parlons politique en direct donc, de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. J'ai le plaisir d'avoir non pas un, mais deux invités, deux parlementaires. Tout d'abord, Marie Pochon. Bonjour Marie. Bonjour. Députée, groupe écologiste et social de la Drôme. Vous venez en voisine, on va dire, de Clermont-Ferrand. Oh, c'est pas très loin la Drôme, à l'échelle nationale. Et Julien Brugerolles, lui, vient en local. Je suis du Cru, bonjour. Voilà, député donc, du Parti communiste du Puy-de-Dôme. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de gouvernement, on n'a plus d'argent, on n'a plus de ministre, on n'a plus rien en France. Oui, effectivement, on est dans une période très particulière et je pense qu'on vit clairement une crise de régime qui doit nous interroger même sur nos institutions et la limite de celle-ci et le tout pouvoir donné à un président de la République qui n'entend que lui-même depuis finalement 1 an et depuis la première dissolution qui a créé ce chaos absolu. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que même le socle commun qui tenait l'ensemble des places jusqu'à maintenant est en train de se disloquer totalement. Donc effectivement, on va voir ce qui va advenir, mais ça va emporter de grandes conséquences en matière budgétaire et en matière agricole, bien évidemment. Mais Marie, vous êtes allée bien plus loin, vous avez dit on est arrivé au bout de la tambouille politicienne d'irresponsables. C'est bien vous qui avez dit ça? Oui, mais je crois que c'est assez descriptif de ce qu'on est en train de vivre quand même. Julien? Oui, alors on va de surprise en surprise, mais le problème c'est qu'on ne voit pas la ligne d'arrivée. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et que les sujets de fond sur lesquels nous, en tant que parlementaires, on est censé intervenir, construire, y compris au niveau budgétaire ou au niveau de la politique agricole, d'avoir des propositions fortes parce que c'est attendu, je pense, par le monde agricole et par l'ensemble de la population, et on n'avance pas. C'est ça qui est particulièrement frustrant. Et tout de suite, on est un peu dans l'incertitude. On ne s'attendait pas forcément d'ailleurs à une démission aussi rapide du nouveau Premier ministre. Et on n'avance pas sur les sujets de fond. Donc vraiment, je crois qu'il va falloir, à mon avis, qu'il y ait un débouché rapide parce que sinon, on va tourner en rond. La solution, c'est vous, la gauche? Je crois que ce qui a été demandé dans les urnes, en tout cas à la dernière élection législative, c'est un changement de cap. Là, on fait face à de multiples gouvernements qui continuent la ligne politique d'Emmanuel Macron. On constate que ça nous conduit qu'au chaos et à l'instabilité. Effectivement, nous proposons, depuis la dernière élection législative, où le bloc de la gauche et des écologistes est arrivé en tête sans être majoritaire, mais est arrivé en tête des élections. Effectivement, nous proposons une solution de changement de cap et d'un changement de politique qui correspondrait aux souhaits, en tout cas, d'une partie des électeurs. Et nous pensons que nous avons besoin de ça. Maintenant, nous voyons aussi un président de la République obnubilé par son bilan et par le fait de rien en changer. Nous le constatons comme tout le monde. Nous avons proposé un certain nombre de solutions. Nous travaillons au quotidien. Ça fait 1 an qu'on fait des propositions, que ce soit au budget, que ce soit en termes de propositions de loi, également pour agir sur ce sujet, et notamment en matière agricole. On fait un certain nombre de propositions. Tout ce qu'on nous a répondu, c'est des 49.3 et des premiers ministres qui se succèdent. Mais ça, c'est fini, le 49.3, il paraît. C'est plus à la mode. Le cornu s'en va, donc on va voir ce qui va se passer aussi par la suite. Mais effectivement, moi je pense qu'on a besoin de plus de démocratie aujourd'hui, et même en matière agricole, on a besoin de plus d'écoute, de moins de mépris et de plus de co-construction dans les politiques agricoles à venir. Allez, on parle agriculture maintenant. Dans les allées, vous entendez parler Mercosur, bien évidemment. Oui, c'est un des sujets qui tourne en boucle sur le sommet de l'élevage et qui est une préoccupation fondamentale des agriculteurs. D'abord parce qu'avec cet accord de libre-échange, mais comme les précédents accords de libre-échange, je crois qu'on est dans un total contresens politique au niveau de la politique agricole, alimentaire. Et malheureusement, on voit bien que le poids de l'agriculture et des enjeux agricoles passe aujourd'hui derrière d'autres enjeux sectoriels, économiques. Le Mercosur, c'est en quelque sorte la caricature. On a considéré que cet accord, c'était l'accord bagnole, viande contre bagnole. Mais je crois que derrière ça, il y a une réalité, effectivement. C'est qu'on ne peut plus continuer à sacrifier le secteur agricole au profit d'autres intérêts commerciaux. Et qu'au lieu d'avoir des accords de libre-échange, il faut basculer vers des accords de coopération qui soient sectoriels, secteur par secteur. Qu'on ait des échanges agricoles à travers le monde, c'est normal. On n'a pas tous les mêmes systèmes de production. Mais par contre, il faut qu'on construise une vraie coopération agricole qui soit mutuellement avantageuse entre les ensembles régionaux. Et je crois que c'est tout le contraire. Ces accords de libre-échange, c'est tout le contraire. On est dans un vieux modèle, dans un vieux réflexe libéral
qui ne va faire qu'approfondir les déséquilibres internationaux et pénaliser évidemment nos agriculteurs et en particulier nos éleveurs ici en France. Julien, Marie, franchement, vous pensez qu'il ne va pas être ratifié cet accord ? Alors, malheureusement, il a été signé. Donc déjà, ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'on soit privé de démocratie et de vote sur la mise en application et la ratification définitive de cet accord, puisque la Commission européenne a souhaité scissionner l'accord. Tout ça est un peu technique, mais pour priver les parlements nationaux de leur droit de vote sur la mise en œuvre de ces accords. Et ça, c'est un déni démocratique qui, pour nous, est profondément problématique. D'ailleurs, je rappelle que ça a déjà été le cas sur d'autres accords commerciaux, le CETA notamment, l'accord commercial avec le Canada, où il y a eu un vote à l'Assemblée nationale contre cet accord et on n'a toujours pas vu revenir le vote du Sénat. Donc il y a une volonté de confisquer la politique agricole et les grands choix de politique agricole aux parlementaires nationaux et ça c'est profondément inacceptable. Oui, et puis c'est pas nouveau. Effectivement, on est 20 ans après le référendum sur l'avenir de l'Union européenne où l'avis des Françaises et des Français a là également été nié. Tout ça construit de la défiance et construit effectivement, c'est une politique du mépris globalement de la démocratie. Je pense que c'est dangereux d'un point de vue démocratique. Et puis pour compléter ce que disait Julien, c'est une politique du mépris de nos agriculteurs quand on voit qu'on leur demande d'être compétitifs avec des fermes à 100 000 hectares, 70 000 têtes de bétail. C'est quel avenir on est en train de préparer à l'agriculture française, à la ferme France, à tout ce modèle familial que l'on défend toutes et tous ici. Clairement, on est en train d'importer en France et en Europe un modèle qui ne lui ressemble pas, qui ne ressemble pas à ce qui fait notre fierté et notre souveraineté et notre autonomie en matière alimentaire. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je suis d'accord avec vous, mais on le fait. J'ajouterais quelque chose là-dessus, c'est qu'on nous accuse souvent de ne pas trouver de majorité parlementaire sur certains sujets. Et pour le coup, sur ce sujet-là, de l'accord avec le Mercosur, je crois qu'il y a une large majorité parlementaire, voire une unanimité au sein de l'Assemblée nationale pour s'opposer à la mise en œuvre de cet accord. Donc ça prouve bien qu'on arrive, y compris, à trouver des majorités et à agir complètement. Mais je crois que là, la balle est quand même aussi une nouvelle fois dans le camp du chef de l'État et du rapport de force qu'il est capable de créer au niveau européen. François Ruffin était juste avant vous, il mène une action. Vous le soutenez ? Oui, je suis co-signataire effectivement de cette... On est tous les deux co-signataires de cette résolution. Oui. Alors, hier, à cette même place, vous savez qui c'est qu'il y avait ? Laurent Duplomb. Vous le connaissez bien, Laurent Duplomb. Il nous a annoncé qu'elle allait faire la loi numéro 2, Duplomb numéro 2. Bonne ou mauvaise idée ? Je ne sais pas ce qu'il y aura dans le Duplomb 2. L'acétamipride version mieux ficelée pour passer au Conseil d'État. Je sais ce qu'il y avait dans le Duplomb 1, puisque en tant que membre de la Commission des affaires économiques, j'ai eu la chance d'en débattre, mais uniquement en commission, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de débattre du fond du texte en séance. J'en profite une nouvelle fois pour dire que les débats qu'il y a eu en commission à l'Assemblée nationale, même si on n'était pas d'accord, on avait des positions divergentes, mais ils ont été respectueux des positions des uns et des autres, et que le texte avait d'ailleurs évolué. Pour ma part, je me serais opposé en séance au vote global, mais j'avais voté certains articles du texte qui me paraissaient aller dans la bonne direction, d'autres qui étaient des régressions importantes. Mais le fait même qu'on nous ait privés de débat dans l'hémicycle, c'est quand même là aussi problématique sur un enjeu agricole qui est fondamental et qui était attendu par les agriculteurs. Donc moi, je crois qu'il faut toujours qu'il y ait de la démocratie et du débat parlementaire. Et à chaque fois qu'on nous prive de ce débat-là, eh ben derrière, on crée des crispations, on crée des tensions. Ça, c'est la preuve en est. C'est que quelques semaines après, il y a eu une forte mobilisation de la société civile avec une pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signataires. Et en quelque sorte, ça a crispé les choses. Mais s'il y avait eu le débat parlementaire, je crois qu'on aurait pu lever certaines ambiguïtés. Vous êtes tous les deux à côté, vous me semblez assez proches. Quelle est la différence sur le secteur agricole entre vos deux positions ? Oula, je ne saurais pas dire.
Moi, je voulais juste compléter sur la loi du plomb quand même. Non, mais vraiment pour compléter, parce que je suis bien d'accord sur la question démocratique. Et on est tous les deux élus de territoires ruraux. Et en fait, je ne sais pas pour toi, Julien, mais on la sent, la fracture sur nos territoires. Sur nos territoires, il y a des agriculteurs qui cohabitent avec des consommateurs, avec des gens qui vont devoir choisir comment ils vont faire leur assiette, etc. Et tout ça, on sent de plus en plus de défiance. Et ce type de loi, le fait qu'on les impose sans débat, cette fracture vis-à-vis de la science également, qu'on a refusé d'auditionner même pour nos travaux à l'Assemblée nationale. Tout ça, ça pose question quand même. Et ça pose question à beaucoup de Françaises et de Français qui ont raison de se poser des questions sur ce qui se passe dans leur assiette et qu'est-ce qu'ils ont à manger finalement. Et comment sont cultivés les champs à côté de chez eux, etc. Et c'est des questions qui sont légitimes. On est en train de créer de la défiance entre deux blocs. Moi, je suis extrêmement inquiète pour ce qui se passe dans la campagne drômoise, mais également dans toutes les campagnes de France. On est en train de créer deux blocs et je pense qu'aucun agriculteur n'a besoin de plus de solitude et de plus de défiance en ce moment. Justement, il y a besoin de solidarité et ce n'est pas au travers de ce texte qu'on arrive à la construire. Maintenant, pour ce qui est de la différence entre les communistes et les écologistes, il y en a. En matière agricole, je ne saurais pas vraiment dire. Julien, il faut que vous en trouviez une. Là. Vous avez quelques secondes pour trouver une différence. Vous n'êtes pas écologiste, sinon vous serez au parti écologiste. Je ne suis pas sûr qu'on ait énormément de différences. Par contre, par rapport à ce que dit Marie, moi je suis aussi très inquiet des clivages que peuvent produire des textes qui sont parfois assez démagogiques et qui, au lieu d'aborder les sujets de fond, les préoccupations fondamentales du monde agricole, je pense à la question des prix, à la question de la régulation des marchés, à la question du revenu, à la question de la gestion des risques et des aléas climatiques, sanitaires, environnementaux en agriculture. Ces textes, c'est une forme de dérivatif pour parler des sujets annexes plutôt que des vrais enjeux de fond. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans la loi du plomb, c'est que ça sert à nous priver en quelque sorte des vrais débats de fond qu'attendaient d'ailleurs les agriculteurs et auxquels on n'a toujours pas répondu sur l'enjeu des prix. Notamment la question du revenu. Et là-dessus, je crois qu'on a des convergences parce que nous, on a toujours défendu l'idée d'avoir une régulation et une organisation des marchés, des prix qui soient des prix minimum garantis et une sécurité de revenus pour l'ensemble des exploitations. Parce que si on n'a pas ce volet de sécurisation économique, derrière, on ne peut pas enclencher les transformations de nos modèles agricoles et notamment la transformation écologique sur les fermes. On arrive au terme de cette émission, mais on va se détendre un peu. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'entrée du salon, il y a une super exposition sur le pastoralisme. Et je sais que vous avez travaillé la question du pastoralisme. Effectivement, ce matin, on présentait notre rapport de la mission d'information sur le pastoralisme avec Jean-François Rousset, qui est député Renaissance, donc d'une autre couleur politique. Pour le coup, il y a plus de différences, effectivement, avec lui. Mais pour autant, nous avons pu travailler sur un rapport complet, 45 propositions. Et ce que nous avons présenté ce matin, c'est l'ébauche d'une proposition de loi que nous espérons porter collectivement de manière transpartisane pour défendre justement l'élevage extensif, herbagé, pâturant, un élevage finalement durable, un élevage autonome et qui nous permet de faire face à la fois aux défis du changement climatique et à la fois aux défis géopolitiques également. Donc moi j'en suis très très fière de ce travail-là et j'espère qu'on pourra avancer là-dessus. Et il faut trouver le créneau pour pouvoir le porter maintenant. Tout à fait. Bon, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de Parlons Politique. Et puis surtout, merci à vous.